Bonjour à tous. Alors bienvenue à ce webinar. Je suis très heureux de vous voir nombreux aujourd'hui. Alors le temps que tout le monde se connecte, bon déjà vérification, très rapide. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas, CG Project Management, je vais rapidement, faire, une petite présentation. Donc je m'appelle, Sean Kedna et je suis chargé d'affaires donc pour l'entreprise, CG Project Management, qui est éditeur de la solution de gestion de portefeuille de projets et de projets Goutti. Mais c'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, hein, de discuter de Goutti. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de 2 intervenants de qualité, en la personne de Mickaël, et Agathe qui sont connectés là avec moi. Et donc qui aujourd'hui vont vous partager leur expérience de mise en place de process de gestion de projet dans leurs organisations. Et on va pouvoir commencer directement par ça. Alors, avant de passer la main à Mickaël, je vous précise par rapport à la plateforme, donc n'hésitez pas en cours de présentation à nous poser vos questions. Donc il y a un onglet questions dédié à ça. On prendra le temps à la fin de l'échange, voilà, de répondre à des questions. Et s'il y a des questions liées directement à Goutti, donc à l'outil, on les traitera en off, en dehors de l'événement. Comme là, l'objectif, c'est vraiment de parler plus de partage d'expérience de Mickaël et de Agathe. Voilà, bah alors je vais commencer par passer la main à Mickaël pour présenter voilà, euh, Super, votre rôle, votre organisation. super. Bah, bonjour à tous. Donc, je suis Mickaël Maquet. Je suis PMO depuis 2 ans maintenant, quasi jour pour jour au sein de Normandie Santé. Donc, pour présenter l'entreprise Normandie Santé en quelques lignes, donc c'est ce qu'on appelle un GCS, un groupement de coopération sanitaire, qui globalement a pour but d'accompagner ses adhérents, puisqu'on fonctionne avec des adhérents. Nous sommes une structure privée à but non lucratif. Et donc l'objectif, c'est d'accompagner tous ces adhérents dans la mise en œuvre de leurs projets et services de e-santé, notamment par la mutualisation d'actions et de moyens, tout en respectant la stratégie régionale de santé, pour que tous les départements normands puissent fonctionner de la même manière concernant la e-santé. En plus de ça, parce qu'on a une double casquette, on a également été identifié comme GRAD. Donc GRAD, c'est Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-santé, par l'ARS Normandie. Donc globalement, le fait d'être GRAD, ça nous donne l'opportunité d'être opérateur préférentiel pour le déploiement de la stratégie nationale et régionale en matière de e-santé. Donc globalement, c'est tout ce qui touche la e-santé et le passage des différents groupements hospitaliers ou même les professionnels de santé vers la e-santé. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir. Agathe, je vous passe la main pour vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Agathe Vatelet, donc chef de projet pilotage et qualité donc au sein de Cézanne. Donc Cézanne pour service numérique de santé. Donc c'est un GRAD, groupement régional d'appui au développement de la e-santé d'Île-de-France. Globalement, donc Cézanne est un JIP, donc groupement d'intérêt public, dont les missions sont centrées sur l'accompagnement et l'appui aux acteurs de santé dans le champ du numérique sur l'Île-de-France avec l'ARS Île-de-France. Super. Alors merci pour cette présentation. On va commencer par détailler vos contextes et les problématiques que vous avez rencontrées dans vos organisations pour en venir justement à cette mise en place de processus de gestion de projet. On va pouvoir continuer directement avec vous, Agathe. Donc dites-nous en plus, pardon, par rapport à votre contexte, aux problématiques que vous rencontriez chez Cézanne. Alors c'est vrai qu'avant le déploiement de Goutti au sein de Cézanne, les professionnels utilisaient divers outils pour gérer leurs projets. Ça allait du tableur Excel à des outils de gestion de projet variés, donc dans les différents départements de la structure, ou des outils de planification.
Et cette diversité d'outils rendait la structuration des tâches ou même le suivi d'avancement de projet global, ainsi que la collaboration entre les équipes assez difficile, notamment pour un suivi de la performance des projets et l'attribution des ressources. Et l'absence d'un outil centralisé, donc limitait la visibilité d'état des projets, compliquait globalement la coordination et rendait le partage d'informations difficile. Ce qui entravait l'efficacité du travail dans l'équipe, mais surtout la transversalité entre les départements. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique, par le biais, on vous parlera, on a mis en place pas mal de groupes de travail, tout ce qui est pour formaliser nos processus, et on est dans une dynamique d'assurer une transversalité entre les départements et une coordination efficace entre les projets. Ok, très bien. Et de votre côté, Michael, quel était le contexte et les problématiques chez Normandie Santé? Alors, au niveau des problématiques, bon, on a un peu les mêmes que Cézanne, puisqu'on est tous les deux grades de deux régions différentes. Globalement, il y avait de nombreux projets en cours qui n'étaient pas suivis, ou du moins avec un suivi un peu hétérogène en fonction des profils. En termes d'outils, globalement, c'était sur du Excel. Je pense que beaucoup de personnes associées à ce webinaire sont dans le même cas que nous, où la communication, elle se faisait par mail, par Teams, régulièrement aussi de manière orale, donc pas forcément d'historisation. Et l'une des grosses difficultés qu'on m'a remontées également, c'est d'un point de vue historisation, notamment pour la passation d'informations. Quelqu'un qui part de la société, quelqu'un qui part en congé, des arrêts maladie, ce qui peut arriver. Et derrière, on n'avait aucune information, on retrouvait quelques mails, fallait aller à la Spéléo pour trouver ces informations. Voilà, donc tout ça a été le gros contexte global qui a fait que ma société a pris un PMO et a démarré une démarche plus complète. Très bien. Et donc, par rapport à ce contexte et ces problématiques, on va passer à la partie des objectifs. Quels ont été les objectifs que vous aviez fixés chez Normandie Santé? Alors, il y en avait 4 très distincts. Le premier, c'était vraiment toute la partie cadrage et homogénéisation de la gestion de projet. Donc, gestion de projet, ça part du process à l'outil en passant par la communication. Vraiment, c'était comment est-ce qu'on fait chez Normandie Santé pour piloter nos projets de l'opportunité à la clôture, voire au maintien en conditions opérationnelles. Le deuxième objectif a été d'accompagner les acteurs, puisque là on parlait vraiment d'un changement structurel important, avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux process, donc il a fallu les accompagner. On parlera, je pense, un peu plus tard de la conduite du changement. Ensuite, le troisième objectif, un peu plus opérationnel, ça a été de permettre une communication efficace pour l'ensemble des projets, que ce soit une communication au niveau des équipes, au niveau des pôles ou au niveau de l'extérieur, notamment vis-à-vis de l'ARS, comme je le rappelais tout à l'heure par rapport à notre structure. Et le quatrième objectif, c'est quelque chose qu'on avait également de par notre profil. Ça a été, en plus de la gestion de projet, d'avoir un système de time tracking, de suivi des temps consommés globalement, pour les projets, mais également pour le reste des activités. Donc, on en a profité de ce nouveau processus à mettre en œuvre pour intégrer le suivi des temps consommés, qui était pour nous très important. Donc voilà pour mes 4 objectifs. Très bien. Alors, je vais vous passer la parole, Agathe, pour nous parler des objectifs que vous êtes fixés, vous, chez Cézanne. Alors déjà, le premier objectif, il était important de répondre aux attentes des équipes en termes d'outillage opérationnel pour la gestion des projets, parce qu'aujourd'hui, c'est notre cœur de métier, et permettre à la fois de renforcer le pilotage global du projet. Donc, harmoniser les pratiques par la mise en place d'un processus global de gestion de projet commun à tous, en dehors finalement du déploiement de l'outil. Il fallait mettre en place une organisation structurée, regrouper toutes les informations liées au projet au même endroit, donc la centralisation d'informations via l'outil finalement, utiliser le même outil commun à tous, améliorer la communication et la collaboration entre les membres des équipes projet, avec différentes fonctionnalités que vous proposez, et permettre aux responsables de projet de créer, attribuer et suivre des tâches afin de faciliter la gestion des ressources et des délais, aujourd'hui qui étaient difficiles à l'état actuel, sans pouvoir centraliser l'ensemble des informations et les tracer. Et bien sûr, dans un souci de reporting auprès des différentes parties prenantes,
il était essentiel de fournir des fonctionnalités de reporting, de tableau de bord pour évaluer les performances des projets. À la fois reporting auprès des directions de projet, des directions de département ou même auprès de la direction générale et plus loin dans une autre phase, on ira un reporting plutôt structuré auprès de notre tutelle. Après, nous, contrairement à Normandie Santé, on a commencé le déploiement de Cézanne, le déploiement de l'outil chez Cézanne en mars à peu près. Donc, étant encore en phase de déploiement, nos objectifs prioritaires est d'intégrer aujourd'hui les 46 projets du portefeuille, rendre les équipes opérationnelles et qu'ils pilotent correctement leurs projets dans l'outil, tout en mobilisant les ressources concernées. Et l'aspect après reporting viendra dans un second temps. Très bien. Merci pour ce retour. On voit bien que dans les deux cas, évidemment, hein, parmi les objectifs, il y avait l'outillage, la partie outillage, mais pas que, évidemment. Et donc, on va continuer avec vous, Agathe, pour répondre à ces objectifs, justement, qui ont été fixés. Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place ? Concrètement mis en place, on a commencé par formaliser et structurer un processus global de pilotage de projet, sans se focaliser spécialement sur l'outil. Parce que l'outil est un moyen aujourd'hui et il faut s'inscrire dans une démarche globale pour gérer efficacement les projets au sein de notre organisation. Pour cela, donc, on a mené des groupes de travail, formalisé les processus avec différents collaborateurs issus des départements différents et rôles différents. À la fois, on a bien sûr doté les collaborateurs d'un outil de gestion de projet en choisissant l'outil et un déploiement du portefeuille de projet de manière progressive en différentes phases, en commençant par une phase pilote. Et pour intégrer finalement ces 46 projets, on a créé des lots de déploiement pour pouvoir y aller progressivement et embarquer les équipes au mieux. Et dans cette conduite du changement, il y a un accompagnement de proximité qui est fait avec des équipes dans le cadre du déploiement et de l'outil et surtout des processus associés. Donc, on est vraiment sur un déploiement du processus global et de l'outil en parallèle. Et vous, Michael, par rapport justement aux objectifs que vous vous étiez fixés, qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté chez Normandie Santé ? Alors, la première chose que j'ai réalisée, ça a vraiment été l'analyse du besoin, parce que chacun avait son idée, chacun avait sa vision des choses, et l'objectif, ça a été vraiment de réaliser un échantillonnage de profils selon les secteurs, les équipes, les pôles, pour déterminer réellement leurs besoins en termes de gestion de projet, en termes de communication, de pilotage. Donc on a réalisé cet état des lieux il y a un peu plus d'un an maintenant pour vraiment déterminer notre besoin. Suite à ça, moi j'ai réalisé le benchmark de l'ensemble des solutions que j'avais préalablement pré-identifiées pour voir ce qui correspondait le mieux aux besoins. En parallèle de ça, il y a eu la réalisation d'un état des lieux du portefeuille projet. Ça a été un exercice assez complexe parce que la société n'est pas née il y a 2 ans, donc il y avait des projets en cours, des activités en cours, des projets clos, des projets suspendus. Donc il a fallu réaliser l'état des lieux, qui a pris quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie à beaucoup de monde. Voilà. Ensuite, on a bien entendu mis en place avec la direction le processus de gestion de projet, comme je disais tout à l'heure, en passant de l'opportunité, de l'étude d'opportunité jusqu'à la clôture. Ce processus complet, comme je le disais il y a quelques secondes, prenait bien entendu en compte la sélection d'un outil pour faciliter tout ça et pour permettre de répondre à notre besoin principal. Une fois l'outil sélectionné et le processus formalisé, il a fallu passer à la partie formation, à la partie présentation et notamment la partie accompagnement au changement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est passé de globalement chacun fait un peu ce qu'il entend à il faut qu'on respecte un process structuré et homogénéisé selon les profils qui sont, on va dire chez nous, on peut aller de l'infirmier jusqu'au chef de projet, quoi. Donc globalement, il a fallu inclure tout le monde là-dedans. Et contrairement à Agathe avec Cézanne, nous on a eu une contrainte que je détaillerai dans le prochain point qui a fait qu'on n'a pas pu faire de phase pilote. Donc globalement, on a pris tout le monde en même temps. Donc ça a été bien entendu un peu plus difficile, mais j'en parlerai juste après. Donc voilà pour ma partie.
Justement, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec vous, Michael, hein, parce qu'évidemment, dans ces phases de mise en place, voilà, tout n'est pas toujours tout, parfait et tout rose. Évidemment, il y a eu des difficultés, des obstacles, et quels ont été les vôtres chez Normandie Santé? Alors, le premier, je l'ai un petit peu mis en avant tout à l'heure, ça a été l'état des lieux du portefeuille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en cours. Il a fallu déterminer ce qui était un projet, ce qui n'en était pas. Donc, ça paraît simple sur le papier, mais il y a toujours des spécificités par thème, par équipe, par projet. Il a fallu ensuite déterminer les projets qui étaient clos, ceux qu'on a sortis des placards parce qu'on les avait un peu oubliés. Voilà, faire un gros coup de ménage. Et donc, comme je le disais, ça a été un peu difficile. Ensuite, il a fallu uniformiser le processus parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, différents types de projets, différents types d'interlocuteurs, différents types de métiers même. Et donc, trouver une solution qui plaît à tout le monde, ou du moins qui permet pardon, à tout le monde de fonctionner dans le même sens, ça a été un peu aussi difficile. Voilà, on a des métiers plus techniques, des métiers plus transverses, donc c'est toujours un peu complexe. Et la troisième difficulté, je l'ai aussi un peu mis en avant, ça a été l'accompagnement du changement, notamment dû aux grandes ambitions qu'on avait vis-à-vis du suivi des temps. En fait, c'est le suivi des temps qui nous a un peu précipité dans la création des process et des outils, et notamment pour la partie non phase pilote, la partie où on a pris tout le monde en même temps. Donc, plus on prend de monde dans un laps de temps plus court, et plus il faut être présent, et plus ça peut paraître un peu difficile d'un point de vue changement. Donc, mais bon, on y est arrivé, donc c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, globalement, globalement, ça a été mes trois grosses difficultés, on va dire, de déploiement. Très bien. Et de votre côté, Agathe, donc chez Cézanne, quels ont été les principaux enjeux ou difficultés qui ont été rencontrés dans cette mise en place? Je dirais qu'il y a eu 2 difficultés, à mettre en avant. Enfin, c'est surtout, comme le disait Mickaël, c'est un peu la diversité des projets. En effet, qu'il s'agisse de périmètres différents, d'objectifs, de taille, d'acteurs différents, que ça soit, des projets plutôt transverses, plutôt techniques, il peut être difficile d'uniformiser les pratiques, tout en préservant certaines flexibilités, parce que, en effet, dans le cadre de la mise en place d'un processus pilotage de projet ou la mise en place de règles communes de fonctionnement, on essaye de mettre en place, voilà, que ça s'applique à tout le monde, mais des fois, il y a peut-être des exceptions. Donc, il faut jouer avec ça et être, s'ajuster pour permettre que chaque projet, finalement, conserve son identité et son mode de fonctionnement. Et il y avait, donc moi, j'ai choisi de mettre en place une phase pilote avec différentes phases de déploiement, avec vraiment un accompagnement personnalisé que j'expliquerai après, avec voilà, des réunions hebdomadaires, des phases de cadrage, etc. Donc il y a un accompagnement fort des équipes, donc une grosse disponibilité pour ma part, et surtout la nécessité de dispenser des formations complètes, tout en s'adaptant aux besoins des professionnels, en limitant le temps requis. Donc faut trouver un juste équilibre finalement entre efficacité et exhaustivité, tout en s'adaptant finalement aux contraintes de chaque professionnel et des priorités finalement de la structure sur l'implémentation des projets dans l'outil. Et donc oui, évidemment, il y a eu une conduite du changement assez déterminante dans tout ça, avec justement, vous allez pouvoir nous présenter, on va commencer avec vous, Agathe, des résultats liés justement à cette mise en place et à la conduite du changement que vous avez pu mener. Alors, il va y avoir des supports qui vont être présentés. J'ai choisi un peu d'illustrer la démarche à travers le macro-planning finalement du déploiement de l'outil de gestion de projet qui s'est déroulé de mars. Et globalement, notre objectif aujourd'hui, c'est d'intégrer les 46 projets du portefeuille dans l'outil au 31 décembre 2024. Donc là, vous pouvez voir que en parallèle de toute l'implémentation finalement de l'outil au sein de l'organisation, on a initié un processus pilotage de projet. Donc vraiment, ça s'est fait en parallèle. Donc il y a toute une partie aussi fonctionnelle de l'outil à gérer, les choix fonctionnels, organisationnels, comment on allait s'organiser aujourd'hui.
Et bien sûr, tout ce qui est communication est essentiel. Donc, avec l'élaboration d'un plan de communication, à qui on communique, à quel moment. Donc, il a commencé par une communication au comité de direction, quel outil on a choisi, comment on va s'inscrire dans une démarche, quel est un peu le planning initial. Après, avec le middle management, pareil, une communication. Et après, à l'ensemble des collaborateurs. Donc nous, on a choisi pour le coup de démarrer de découper le portefeuille en phase de déploiement. Donc, on a commencé par une phase pilote avec une communication auprès des équipes pilotes qui ont été sélectionnées. Donc pour le coup, en fait, les projets qui ont été sélectionnés, ils sont basés sur différents critères. On voulait quelque chose de diversifié dans le sens où on a pris un gros projet, donc un énorme projet qu'on a à gérer, qui est très transverse, où tous les départements sont concernés. Un projet un peu plus technique et un projet vraiment qui concerne un seul département. Donc, il y a eu toute une phase d'initialisation, de cadrage de projet. L'idée, c'est que avant de commencer à s'intégrer dans l'outil, il y a toute une phase de cadrage. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'outil? Qu'est-ce que pour vous sont des jalons? Il y a tout ce qui est des prérequis finalement techniques, initialisation des comptes, qui fait partie de votre équipe projet pour pouvoir adapter après le déploiement en fonction pour que, une fois que le projet soit implémenté dans l'outil, les personnes puissent gérer leurs tâches directement après la formation. Donc, il y a eu toute cette partie, formation et bien sûr accompagnement que je vous présenterai. Donc, dans la partie accompagnement, on a toute une partie où, c'est un petit kick-off, comment ça va se passer avec une partie cadrage du projet, formation de l'outil, accompagnement et des réunions, hebdomadaires avec chaque responsable de projet où on se fixait des objectifs chaque semaine. Et à la suite de cette phase finalement pilote, on a initié un rétexte pour pouvoir évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir ajuster à partir d'actions correctives et faire une restitution après aux collaborateurs à l'ensemble du Cézanne de cette phase pilote et pour ajuster pour les phases de déploiement futures. Pour la seconde partie, donc une fois qu'on a terminé cette phase pilote, on a l'idée c'est de déployer donc par phase, par l'autre projet. Et à chaque phase, on a un retour d'expérience qui est réalisé pour pouvoir pas être tout le temps dans une démarche finalement d'amélioration continue. Et en parallèle, on déploie le processus pilotage de projet, comme j'ai évoqué avant, qui avait été initié en début d'année avec un groupe de travail. Donc l'idée c'est de déployer le processus pilotage de projet en adéquation avec les phases de déploiement de l'outil. Donc, quels projets ont été déjà intégrés dans l'outil vont démarrer en priorité pour l'application du processus global de pilotage de projet. On a voulu embarquer déjà les responsables de projet et les équipes projet et on a décidé de faire un focus finalement manager, membre de la direction, avec des aspects beaucoup plus, finalement des fonctionnalités différentes que les responsables projet, c'est-à-dire une fonctionnalité plutôt reporting portefeuille, comment gérer son portefeuille, la partie collaborateur, gestion de la capacité, vue multi-projet, comment moi, en tant que manager ou directeur département, je peux avoir une visibilité sur l'ensemble des projets de mon pôle, de mon département, et quel est mon rôle aujourd'hui. Dans l'inscription du processus pilotage de projet, je suis chargée de suivre l'état d'avancement des projets, m'assurer par rapport à ce qui est mis en place dans le processus que la situation générale des projets est bien mise à jour une fois par mois, par exemple. Donc, on a fait une séance dédiée aux managers. Et l'idée, c'est de déployer progressivement jusqu'au fin décembre l'ensemble des 46 projets du portefeuille. Et tout cela s'inscrit vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Je vais vous présenter sur la slide suivante tout ce qui avait pu être mis en place en termes de support ou même d'accompagnement au conduite du changement. Parce que l'idée, c'était de créer avec Goutti une véritable finalement communauté utilisateur, fédérer les professionnels autour de cet outil. Donc, on a mis en place une équipe Teams qui est mise à jour avec un canal annonce où on partage toutes les nouvelles fonctionnalités de l'outil qui sont partagées. Un canal communauté où chacun peut échanger sous forme de questions-réponses, les différentes demandes d'expression de besoins. Et également, on gère aussi les demandes d'évolution des uns et des autres. Donc, à la fois avec la planification Teams, ils peuvent suivre les demandes qui ont été transmises à Goutti, les demandes en cours de traitement, les demandes refusées. La partie ressources et tutoriels, c'est essentiel finalement, c'est de proposer, mettre à disposition aux utilisateurs un guide complet Goutti, mettre en place des règles communes de fonctionnement,
quand mettre à jour la situation générale du projet, la météo, la tendance, sur quels critères. On a mis en place aussi des fiches techniques, et une newsletter mensuelle. Et pour toute la phase finalement accompagnement, elle se répète à chaque phase de déploiement, à chaque équipe projet. Il y a une partie initialisation des comptes où on partage finalement l'interface, comment ça va se passer, ce qu'on appelle un peu kick-off. Une réunion de cadrage avec le responsable projet et son équipe projet. Quel outil vous utilisez aujourd'hui? Est-ce qu'on peut implémenter déjà vos données? Quels sont les jalons? Quelles sont les dates de début, dates de fin? Voilà, pour qu'il y ait déjà une structure. Et notamment, on leur propose aussi d'utiliser le template Excel d'import du coup en masse des tâches de Gouti pour qu'il y ait déjà, avant de créer leur projet dans Gouti, ils puissent déjà initialiser leurs tâches et leurs jalons. Après, il y a la partie formation. Donc, par groupe, on fait plusieurs sessions. Finalement, je limite à 10 personnes pour avoir le temps de répondre aux questions. Et une réunion hebdomadaire de 30 minutes, voire moins si pas besoin, avec chaque chef de projet pour suivre l'avancement. Et bien sûr, dans une limite suivi des usages avec la phase de rétexte, des questionnaires qui sont envoyés régulièrement et bien sûr, via la newsletter mensuelle qui est envoyée. Donc voilà globalement comment on s'est inscrit dans cette démarche, à la fois dans l'implémentation de l'outil de gestion de projet, mais également dans l'implémentation et le déploiement d'un processus global. Merci beaucoup Agathe pour le détail de cette présentation. Alors, de votre côté, Michael, vous êtes à des étapes déjà un peu plus avancées, évidemment, par rapport à Cézanne qui est encore en phase de déploiement et de montée en puissance. Et donc vous, quels sont les résultats que vous voulez nous présenter aujourd'hui sur justement toutes ces étapes de mise en place? Alors, du coup, une fois les formations réalisées, les projets déterminés et renseignés dans l'outil, on a pu lancer nos revues projets. Donc, c'était une demande de la direction. Donc, nos revues projets, ce sont des revues mensuelles. Il y a une revue par pôle et globalement, on tourne à 5 revues par mois au sein de Normandie Santé. Et du coup, pour éviter de partir dans la technique sur chaque projet, sachant que, je ne l'ai pas précisé, on a un portefeuille de 147 projets au 26 septembre, répartis en 5 revues projets. On utilise, comme vous pouvez le voir à l'écran, le mode revue qui est disponible sur Gouti, qui permet vraiment de synthétiser l'état actuel du projet avec des indicateurs type météo, tendance, tout ce qu'il y a de plus classique en gestion de projet. Et on a les situations qui nous donnent brièvement les avancements, qui peut également servir de demande d'arbitrage si besoin ou d'alerte sur tel ou tel sujet. Et donc l'avantage avec ce mode revue, c'est ça nous oblige à être synthétique, ça nous oblige à faire passer les messages clés et ça historise, puisque sur Gouti, même si c'est pas l'objectif de parler aujourd'hui, il y a une historisation de tous ces indicateurs. Donc derrière, on est en mesure de piloter et en mesure d'historiser si on a un changement ou quelqu'un qui est absent. Donc voilà pour cette première slide. En plus de ces revues projets de manière très synthétique, on a défini ce qui est appelé dans Gouti les rapports flash. Que vous voyez à l'écran. Donc c'est un rapport de type 4 boxes. Donc globalement, c'est 4 boîtes qui présentent ce qui a été réalisé, ce qui arrive, les prochaines étapes plus macro et puis les problèmes et donc l'avantage de cette vue, vous le voyez à l'écran, c'est que c'est hyper synthétique. On retrouve nos indicateurs de progression, nos indicateurs de statut également, et ce type de reporting a l'avantage d'être, comme je le disais à l'instant, synthétique. Les rapports flash ne sont pas revus en revue projet parce qu'il y a quand même du détail sur les tâches, les actions qui pourraient amener à discuter technique pendant les revues, ce qui n'est bien évidemment pas le but. Par contre, elles sont demandées à chaque chef de projet et peuvent être revues par les différents responsables qui le souhaitent en temps voulu. Voilà, donc c'est disponible et c'est à créer également une fois par mois avant chaque revue projet. Donc voilà pour la partie reporting.
En termes de plan de déploiement, pour rendre l'appareil à Agathe, donc nous, on a démarré un tout petit peu plus tôt par mon arrivée au sein de Normandie Santé. Globalement, ce qu'il faut retenir, parce que je ne vais pas la détailler à 100%, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place d'un outil, des processus associés, comprenant la formation, l'accompagnement, jusqu'à obtenir quelque chose de professionnel et de mis à jour assez régulièrement, faut compter 2 années, quoi. 2 années avec, je dirais globalement 6 mois de formation et d'implémentation jusqu'à obtenir un résultat exploitable. Et ensuite une bonne année et demie pour pérenniser tout ça et puis apporter différentes fonctionnalités en plus, comme le planning de capacité qui, du coup, chez nous est disponible depuis début juillet. Et puis, j'en parlais tout à l'heure également, nous, on a la particularité de devoir suivre l'ensemble de nos temps consommés, que ce soit, comme je le disais, sur les projets, sur les activités et même sur les tâches transversales de type réunion d'équipe, etc. Donc, voilà, tout ça prend globalement environ 2 ans, avec un appui fort d'une personne qui est dédiée pour ce suivi. Mais ça, on en parlera juste après. Merci Mickaël. Et effectivement, là, ça me permet de faire une belle transition par rapport à cette dernière slide. Comme justement, là, on va maintenant parler des axes d'amélioration encore que vous avez. Et donc, on va commencer par vous, Mickaël. Et je sais que un des deux axes, c'était la dernière barre là sur le graphique lié au reporting. Exactement. Donc à aujourd'hui, nous, on a encore deux gros axes à travailler. Le premier, c'est vraiment l'exploitation du planning de capacité. Puisqu'à aujourd'hui, le planning, il est disponible, il est exploitable au niveau chef de projet. Donc pour voir s'il y a une sous-charge ou une surcharge à venir. On n'est plus sur de la surcharge, je pense un peu comme tout le monde. Mais voilà, globalement, ça permet de lisser son activité personnelle ou pour l'équipe. Et là, notre besoin maintenant, c'est d'utiliser le planning de capacité pour planifier l'année ou les années à venir, notamment en termes de budget, en termes de projets à planifier. Et donc, ça, c'est notre travail actuel de pérenniser tout ça, de pouvoir l'exploiter et s'en servir comme d'un tenant pour les années à venir. Et le deuxième point qui fait un peu le sommet de la pyramide, c'est le reporting. Aujourd'hui, on a les outils, on a les process, on a les données, mais on n'a pas encore au sein de Normandie Santé un reporting type cockpit ou tableau de bord qui va permettre de piloter l'ensemble des éléments qui le nécessitent au sein d'un seul et même outil. Donc quand je dis tableau de bord, j'entends aussi les projets, mais pas que. Il y aura probablement les données de notre CRM avec tous nos adhérents et toutes les données qu'il y a à l'intérieur. Il y aura des données aussi financières, il y aura des données techniques sur nos projets également, qu'on ne gère pas forcément dans l'outil, puisque c'est pas l'objet. Voilà, donc ça c'est notre travail du moment pour déterminer tout ça et avoir un cockpit professionnel pour pouvoir suivre sur les prochains mois, prochaines années, où est-ce qu'on veut aller. Donc voilà pour nos deux axes actuels. Et de votre côté, Agathe, donc chez Cézanne, quels sont les axes d'amélioration identifiés actuellement ? Déjà, l'idée, c'est qu'en termes d'axes d'amélioration, il y a encore un travail à faire sur la méthodologie de projet de manière générale, d'uniformiser les pratiques, notamment encourager les chefs de projet à vraiment planifier leur projet de A à Z, mettre une date de début, même une date de fin, c'est bête, mais c'est des choses comme ça, bien définir ce que c'est un jalon, donc vraiment en termes de méthodologie, de cadrage des projets. Et surtout, une fois que les objectifs prioritaires seront atteints, c'est-à-dire que rendre les professionnels opérationnels sur l'outil, l'intégration de l'ensemble du portefeuille, il va falloir travailler sur la notion de reporting et de gestion du portefeuille projet selon le type d'acteur.
Niveau reporting, chef de projet, mode équipe projet, potentiellement mettre en place en effet, comme Michael, une revue projet, générer potentiellement un reporting flash tous les mois, pouvoir transmettre un reporting vraiment dédié à la direction générale, membre du CODIR. Moi, de mon côté, comme quel reporting j'ai besoin pour pouvoir générer mes indicateurs et analyser toute la performance des projets. Et auprès, et surtout, un autre reporting à travailler, c'est tout ce qui est reporting auprès de nos tutelles, par rapport à notre outil actuel qui a été donc un cockpit. Aujourd'hui, on voudrait tout mutualiser dans l'outil et pouvoir générer tous nos reportings. Et dans un second temps, il y aura toute la partie suivi des charges et gestion du temps consommé, notamment avec l'implémentation du module RH proposé par l'outil. Mais ça sera vraiment dans un second temps. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est déjà que les professionnels pilotent leur projet correctement dans l'outil et que ça soit utilisé par tous. Très bien, merci Agathe. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Alors, on va y arriver, hein. On va répondre à vos questions juste après ce dernier point qui va fortement aussi vous intéresser. Comme là, je vais inviter Michael et Agathe à vous donner justement le conseil qu'ils pourraient vous donner de par leur expérience. On va commencer par vous, Agathe, donc justement par rapport à cette expérience de mise en place. Quel conseil vous donneriez aux personnes actuellement présentes dans le chat? Alors moi, je dirais que l'utilisation d'un outil de gestion de projet, c'est un moyen qui facilite certaines étapes du processus pilotage de projet, mais il ne remplace pas du tout la nécessité de structurer l'organisation interne. Donc il est essentiel en fait de construire, de formaliser ou même de revoir son processus global de gestion de projet et après d'implémenter l'outil. Donc ça reste un moyen qui va permettre au processus finalement de se dérouler correctement. Et un autre point aussi, c'est qu'il est important de bien cadrer son projet dans l'outil, parce que de pouvoir défaire et refaire, ça peut décourager certaines personnes. Donc, vaut mieux prendre un temps important sur la phase de cadrage, tester sur un template Excel, revoir un peu en équipe projet, qu'est-ce qu'on met dedans pour pouvoir vraiment uniformiser les pratiques, parce que voilà, quelle étiquette on met, c'est des paramétrages fonctionnels, mais qui vont permettre après toute la conduite du projet. Et sachant que chaque chef de projet a sa propre manière de fonctionner, donc il peut être difficile de les amener à adopter de nouvelles méthodes, mais c'est vrai que l'implémentation d'un nouvel outil offre une opportunité précieuse de standardiser les pratiques et d'introduire en fait des nouvelles méthodes et s'inscrire dans un processus plus efficace. Et maintenant, à vous, Michael, concernant le conseil que vous donneriez lié à votre expérience. Alors, du coup, de par les 2 années que je viens de passer, alors globalement, Agathe et moi, on a quand même une structure qui est similaire de par l'intitulé. Donc, on est quand même très proche sur les conseils, mais si je devais les résumer en 3 clés de réussite, je pense que c'est ce qui intéresse les gens. La première clé, c'est vraiment une personne dédiée pour l'accompagnement. Il faut éviter de laisser les gens se débrouiller ou poser les questions eux-mêmes s'ils ont besoin. Ça marchera pas ou pas longtemps. Vraiment, pour la partie accompagnement, en tout cas, il faut quelqu'un de dédié, temps plein ou pas, tout dépend de la structure, mais quelqu'un qui va faire des points, qui va être un peu force de proposition, qui fera des points réguliers et qui attendra pas que quelqu'un lève la main. Donc ça, c'est vraiment la première clé de réussite. La deuxième, c'est une direction forte, un sponsorship fort où globalement, il faut que l'outil soit une obligation pour tout le monde et pas une option. Et il faut que ça s'inscrive dans une démarche d'amélioration continue plus globale qui va faire que les gens ne vont pas prendre ça comme un must-have et puis je le mettrai à jour quand j'aurai le temps vendredi après-midi, quoi. Donc c'est vraiment cette deuxième clé qui a été prédominante chez nous. Et la troisième qui pour moi est la plus importante, c'est que l'outil et le processus de gestion de projet global ne soient pas dans un coin, mais soient bien inclus dans un processus vraiment plus global au sein de l'entité.
Je m'explique, si vous ne mettez pas à jour votre projet dans un projet sur l'outil, notamment chez nous, il faut qu'il y ait quand même un impact sur un processus plus global. Par exemple, vous arrivez en revue projet, votre projet n'est pas à jour. Pour le suivi des temps qu'on a chez nous, votre suivi des temps n'est pas disponible à l'instant T, donc il y a un manque. Et à partir du moment où ça s'inclut dans un processus plus global, les gens, par la force des choses, s'y mettent et ils trouvent un intérêt et on arrive à la fin à quelque chose qui fonctionne plutôt bien, quoi. Donc, ce sont vraiment ces 3 clés que je préconiserais pour passer de on n'a pas forcément d'outils comme Agathe et moi il y a quelques mois, quelques années, à on a des choses d'exploitables. Voilà. Merci Mickaël. Merci à tous les deux donc pour ce beau partage d'expérience. Alors maintenant, on va passer à la partie questions, justement. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Alors, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Je vois que la première, elle vous concerne, Agathe. Donc, c'est concernant justement le processus de déploiement de pilotage de projet que vous mettez en place. Comment est-ce que vous allez mener les rétex et sous quelle forme est-ce qu'ils vont être menés? Alors déjà, les rétex, donc il y a plusieurs moyens qui sont utilisés pour mener à bien ces rétex. Premièrement, il y a l'aspect où je tiens un journal de bord quotidien sur un peu les retours utilisateurs qu'on peut faire comme ça ou des collaborateurs. Donc j'ai déjà une base tout au long de la mise en place des phases de déploiement. J'ai mis en place aussi 2 onglets dans la FAQ que j'ai pu rédiger, les points forts et les limites, donc pour recueillir les feedbacks en fait si les collaborateurs saisissent directement les points forts et les points faibles de la mise en place du processus, mais également de l'outil. À chaque rétexte vraiment en séance, pour le coup, 10 jours avant, j'envoie un questionnaire qui concerne principalement tout ce qui est utilisé, donc interface. Vraiment, là, on est lié plus sur l'outil. Les freins, les fonctionnalités clés utilisées, pourquoi on n'utilise pas certaines fonctionnalités, est-ce qu'il y a des points de blocage globalement. J'analyse un peu ce qui fait des indicateurs assez quantitatifs avec quelques questions pour avoir du qualitatif, mais le qualitatif, je vais l'avoir surtout en séance. Donc, j'organise une réunion du coup en rétex à près d'1h30 avec les chefs de projet et ils peuvent convier bien sûr les équipes projet pour avoir plus de retours. Et cette séance est menée en fait sur 4 grands thèmes, on peut dire, prise en main et adoption de l'outil, processus global, où on est sur fonctionnalité, rapport de suivi, collaboration. Donc l'idée, c'est de mettre en place ces différentes thématiques à la vue de tous, avec des petites questions types, mais pas limiter la parole. Donc l'idée, c'est que chacun échange. Il y a quand même un arbitrage qui est fait. C'est assez timé, mais ce qui permet en fait que ça soit assez exhaustif. Donc toutes ces séances-là sont enregistrées pour après fournir un compte-rendu. Et chaque compte-rendu, en cas de rétex, est diffusé à l'ensemble des collaborateurs. Merci pour cette réponse, Agathe. Alors, on a une autre question. Celle-ci, elle concerne un point que vous avez abordé, Mickaël, sur la durée de mise en place, justement de ce processus de pilotage du portefeuille projet. Alors, est-ce que cette durée de mise en place, elle est liée au profil des personnes impliquées? C'est-à-dire que, est-ce qu'avec des chefs de projet formés, cette mise en place va plus vite? Je dirais que non. Je dirais que non parce que l'accompagnement des non-chefs de projet ou des chefs de projet qui ont plus un rôle qu'une fonction, globalement, quoi qu'il arrive, il aurait fallu déterminer les projets, prendre en main l'outil. Et puis moi, étant toujours disponible, j'aurais fait entre guillemets un accompagnement un peu plus poussé. Mais je pense pas que ça aille vraiment plus vite. Là, ce qui nous a pris du temps, ça a été de déterminer les projets, de prendre en main l'outil, de mettre ces projets dans l'outil, parce que ça prend quand même du temps de planifier les tâches, les jalons, les charges, puisque nous, on fonctionne aussi avec la charge et le temps consommé. Donc,
À la grosse, je dirais oui, on gagne peut-être 15 jours au démarrage sur la formation en gestion de projet, en plus de la formation Agouti, mais c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment valorisant, quoi. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors là, on va passer à des questions qui vous concernaient, hein, tous les deux. Alors, une première question, au niveau de la documentation des projets, est-ce que vous utilisez l'outil pour stocker la documentation? Ou est-ce que, bah, vous passez par d'autres solutions? Et de même, durant l'implémentation de la solution, vous avez dû créer de la documentation pour, voilà, par exemple, des supports de formation, planning, et cetera. Est-ce que vous êtes servi de la solution pour le stocker? Vas-y Agathe, je te laisse la main. Ok. Alors déjà, en parallèle, hein, de tout ça, nous, on est déjà en plus à travailler sur l'optimisation du stockage documentaire. Donc, on ne voulait pas multiplier les différents lieux de stockage. Donc, on utilise en tout cas l'outil Gouti pour voilà, stocker finalement les liens qui envoient vers notre stockage interne. Donc, ça soit du SharePoint, du Teams ou du local. Mais c'est vrai qu'on met essentiellement les liens, on ne stocke pas directement nos documents dans l'outil, en tout cas pour sa partie stockage. Et pareil pour la documentation, mais en tout cas, on utilise aussi pour la partie suivi du déploiement de l'outil. Moi, j'utilise en tout cas toutes les fonctionnalités macro-planning pour en tout cas rendre compte à la direction de tout l'avancement et c'est vraiment utilisé au quotidien. Et du coup, chez Normandie Santé, alors nous, on se sert du stockage documentaire, mais on a une règle claire, c'est si les documents sont dans le cadre de la mise en place du projet, on le stocke sur Gouti provisoirement jusqu'à la fin du projet. Comme ça, au moins, on centralise tout. Et dès que le projet est clos, on exporte les documents et on les stocke sur nos serveurs ou sur notre GED en fonction du document. Par contre, si c'est le livrable d'un projet, par exemple, si c'est un PowerPoint de présentation pour présenter un projet, on le stocke directement sur notre serveur dédié pour éviter d'alourdir l'outil et puis de stocker des documents qui peuvent peser jusqu'à 30 ou 40 mégas sur certains. Donc, nous, on a vraiment cette règle-là. C'est pareil pour les mails. Quand on envoie des mails un peu spécifiques et qu'on a besoin de tracer, on garde le mail dans Gouti et sinon, sinon on n'a pas forcément besoin de le faire. Donc c'est pas systématique. Merci à tous les deux pour votre retour. Alors, question suivante qui va aussi vous concerner tous les deux. Au sujet justement de la partie reporting, elle a été abordée dans vos deux cas, hein, comme axe encore d'amélioration. Justement, donc là, la question était, bah, pourquoi est-ce que vous avez apporté la partie reporting en phase finale? Là, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Je vais prendre la main, Agathe, du coup. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est que globalement, avant d'avoir un résultat exploitable, on voulait déjà tester ce qu'on avait planifié, ce qu'on avait standardisé, et puis on voulait quand même avoir un certain recul pour éviter de, entre guillemets, casser nos reportings pour les refaire, pour que ce soit régulièrement le chantier. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de commencer par la base. On planifie nos projets, les chefs de projet pilotent. Ensuite, on commence à faire du reporting de type revue projet. Et une fois que tout ça est stressé, on va dire, une fois qu'on a vraiment déterminé que ça fonctionnait, derrière, on met en place nos reportings un peu plus poussés pour qu'on n'ait pas besoin de les recommencer régulièrement. Donc, on a privilégié ce fonctionnement-là pour nous aider et ne pas trop nous noyer. Et de votre côté, Agathe, est-ce que c'est des raisons similaires? Oui, c'est à peu près similaire. En effet, l'idée, c'est que déjà, pour avoir un aspect reporting et pouvoir l'exploiter correctement, il fallait de la donnée. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la
données viables, justes et bien planifiées par rapport au chef de projet. Et surtout, on ne voulait pas déployer trop de nouvelles fonctionnalités, trop de règles. Comme je le disais, un objectif prioritaire, c'est d'intégrer les 46 projets du portefeuille, que les chefs de projet pilotent correctement, prennent en main l'outil et on intègre au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles règles. Notamment, là, on partage en ce moment l'aspect reporting, c'est-à-dire qu'on y va globalement en disant tous les mois maintenant, on générera un reporting du portefeuille auprès de la direction générale. Donc ça a été énoncé, vous voyez, il y a quelques semaines. Puis on fera potentiellement un reporting plus en revue de projet. L'idée, c'est vraiment pas les noyer, comme disait Mickaël, c'est y aller progressivement et surtout travailler sur des données qui sont exploitables au lieu de défaire et refaire. Très bien. Concernant maintenant la portée de l'outil, est-ce que l'outil est utilisé dans l'ensemble de l'entité ou uniquement que dans certains services, départements bien identifiés? Bon, là, il y a on me donne un exemple, par exemple, est-ce que des départements type marketing ou informatique utilisent l'outil, sachant qu'il y a probablement déjà une certaine maturité des outils déjà en place? Est-ce que vous avez qui veut prendre la main? Je vais prendre la main si vous voulez. Allez, Agathe. Oui, aujourd'hui, après, nous, on a une particularité par rapport à Mickaël, c'est qu'en soi, nous, on a vraiment essentiellement que des chefs de projet, pour le coup, et notre portefeuille, donc, qui est en lien, du coup, avec le CEPOM. Chaque département, en tout cas, porte un projet et le marketing a un projet. Après, nous, dans l'outil, on a on va dire 3 types de projets. Donc, c'est-à-dire qu'on a les projets liés au portefeuille, donc qui sont liés par notre CEPOM. Donc, c'est les projets prioritaires. Après, on offre la possibilité en fait aux départements et pôles de créer des projets, mais toujours professionnels en lien avec leur département et leur pôle, suite à une réorganisation, suivi des tâches d'équipe qui ne rentrent pas forcément dans un projet en tant que tel. Et après, on offre la possibilité d'avoir un projet individuel pour noter ses tâches, actions, problèmes en dehors des projets. Donc, en effet, on laisse la possibilité finalement à l'ensemble des utilisateurs d'utiliser l'outil pour pas exclure certaines personnes et surtout, que ce soit le seul outil utilisé pour piloter l'activité chez Cézanne. Du coup, excusez-moi, je vais reprendre du coup la main. Alors nous, c'est un peu différent puisqu'on a différents pôles qui, des fois, ont des portées plus tournées vers de la télémédecine, donc pas en lien direct avec les projets. Donc nous, on a sectorisé selon les profils et globalement, on doit être aux alentours de 50% de personnes chez NES, de collaborateurs chez NES qui ont accès à Gouti. Et en termes de projets, alors nous, on a globalement 3 types de projets. On a les projets internes ou les projets adhérents liés globalement soit à notre propre usage, soit à l'usage avec la casquette GCS que j'ai expliqué au tout début. Ensuite, on a les projets à portée régionale en lien avec l'ARS et les projets à portée nationale plutôt en lien avec l'ANS ou la DNS. Donc, on a vraiment ces 3 types de projets et en plus de ça, on a dans Gouti nos activités. Alors les activités, globalement, c'est un peu moins détaillé que les projets. Ça sert surtout de projection en termes de capacité à produire. Mais en tout cas, tout ça est bien dans Gouti. Ok, super. Alors il faut savoir que là, bon, au niveau du timing, il nous reste 7 petites minutes sur le papier. Après, à voir si on peut mordre un petit peu sur l'heure suivante pour finaliser les réponses aux questions. Comme je vois qu'il y a beaucoup de questions, vous êtes très intéressés par le sujet. Je vois que vous avez pas mal de questions à poser à Mickaël et Agathe. Alors, si certaines questions ne seront pas traitées, vous inquiétez pas, on pourra y répondre en off, en dehors de l'événement. Mais on va essayer d'être efficace là sur les dernières minutes. Alors encore une question qui va vous concerner tous les deux. Alors là, c'est sur le quantitatif et la typologie justement des projets. Donc combien vous avez de projets côté Cézanne et est-ce que ce sont vraiment des projets ou est-ce qu'il y a aussi de la MCO? Et question identique côté Normandie Santé.
par rapport aux 147 projets, hein, est-ce que c'est que des vrais projets également de la MCO? Agathe, je te Ouais. laisse la main. Alors nous, aujourd'hui, en effet, on a 46 projets présents dans le portefeuille, donc les projets institutionnels. J'enlève en fait c'est vraiment les projets liés à notre financement CEPOM. Donc finalement, en fait, après, on a des projets qui sont des projets internes, etc. Donc ça, je les compte pas. Donc dans ces projets, avec 46 projets, en effet, on a du MCO, mais nos projets, en fait, seront conduits annuellement. Donc en fait, une fois je vais arriver en fin d'année, au 31/12/2025, je vais régénérer un projet Langouti. Si vous voulez, nous, dans notre fonctionnement interne, on n'a pas vraiment une date de début, une date de fin sur certains projets. C'est plutôt voir ça sur l'année. Donc on est vraiment principalement presque en MCO, en fait, la majorité du temps. C'est pour gérer l'activité quotidienne des projets, en fait, vraiment sur du long terme. Et de votre côté, Mickaël? Alors, du coup, nous, au global, actuellement, je suis sur Gouti, on a 248 projets ou activités. Donc, on a bien nos 147 projets internes ou adhérents, régional ou national. Donc là, on a bien une date de début, une date de fin. Donc, ce sont ces projets-là qui sont revus en projet. Et après, on a les activités, les MCO, qui, eux, du coup, sont, comme le disait Agathe, plutôt annualisés, sauf cas exceptionnel. Donc on commence au 1er janvier, on finit au 31 décembre, on détaille la liste des choses que l'on doit réaliser, on vient les charger, on vient mettre les bonnes ressources et ça nous permet d'avoir à la fois notre plan de capacité et à la fois notre suivi des temps, puisque du coup on viendra directement pointer du temps sur chacune des tâches de maintenance ou de MCO. Mais on a bien 147 projets. Alors après, on a certains projets qu'on a décomposés en sous-projets, donc en plusieurs projets dans l'outil pour faciliter l'exploitation, parce que soit ça se fait en plusieurs étapes, ou soit parce que c'est 4 responsables qui vont piloter. Donc après, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, ça fait quand même 147 projets à suivre et à piloter dans l'outil et à présenter en revue. Et est-ce que tous vos projets, ils ont tous un chef de projet clairement identifié? Oui. Oui, nous, pour le coup, on a mis vraiment en place des responsables projets qui sont identifiés dans un document. C'est communiqué. Donc voilà, chaque chef de projet a son responsable projet et son groupe projet associé, donc ce qu'on appelle équipe projet. Donc vraiment, chaque membre est identifié et sur quel projet il va travailler. Et chez Normandie Santé, Gouti, de toute façon, impose un chef de projet et c'est cette personne-là qui va présenter son projet en revue. Donc du coup, à l'intérieur du projet, il y aura une équipe projet, comme le disait Agathe, mais c'est le chef de projet qui présente et qui, in fine, est le responsable de l'avancement du projet et puis du niveau d'alerte et du niveau de reporting adéquat. Et alors, il y a une question pour vous, Mickaël, concernant justement la saisie des temps passés. Justement, la saisie des temps par agent, est-ce qu'elle est effectuée, enfin, à quel niveau est-ce qu'elle est effectuée? Est-ce que c'est à un niveau fin de tâche, sur des chantiers, des projets? On est vraiment à un niveau tâche. C'est-à-dire que l'avantage de Gouti, c'est que ça permet un pilotage précis. Donc, on vient charger tâche par tâche et on vient mettre le temps passé tâche par tâche et par personne. Voilà, donc on a des feuilles de temps qui sont générées chaque semaine qui nous permettent de faciliter le remplissage des temps consommés. Et au niveau de votre, des intervenants sur la plateforme, sur la solution, dans vos deux cas, quel est le nombre d'utilisateurs, donc utilisateurs de la solution comparé au nombre d'intervenants sur les projets? Est-ce que tout le monde est impliqué? Est-ce que seulement une partie? Comme je disais tout à l'heure, globalement, il y a une cinquantaine de pourcents. Je suis en train de regarder en même temps, on doit être 40 sur notre licence entreprise, 40 utilisateurs de Gouti, donc c'est même un peu plus que 50, on doit être aux alentours des 60% pour nous. De votre côté, Agathe?
Aujourd'hui, on a un effectif à peu près de 130, hein, vraiment chef de projet et groupe projet. On arriverait à voilà à peu près 110 personnes. Donc aujourd'hui, hein, j'ai initialisé 80 personnes. Donc finalement, oui, presque toute la structure, en tout cas, sera utilisateur de l'outil là-dessus. Alors, on arrive à la fin du temps imparti. Est-ce que, de votre côté, Agathe, Michael, vous avez encore quelques minutes à consacrer aux Oui, réponses aux bien sûr, questions? Oui, oui, Oui? bien sûr. OK. avec grand Alors, plaisir. j'en profite pour, remercier les personnes qui doivent s'en aller, hein, d'avoir participé. Donc il y aura un replay, donc si jamais, des questions n'ont pas été abordées et que vous attendez la réponse, hein, elle sera sûrement présente durant le replay. Alors, il y avait une question sur la partie des formations, des sessions de formation. Est-ce que, de votre côté en interne, vous avez créé vos propres supports ou est-ce que ça a été principalement, de la prestation, des packages de formation, qui ont été menés par l'éditeur? Ou il y a eu beaucoup d'internes aussi? Alors, de notre côté, on a fait le choix de faire 100%, on va dire, interne, dans le sens où j'ai créé mes propres supports de formation en fonction des typologies d'acteurs, parce que c'est pas la même formation pour les responsables projets ou les personnes qui vont être seulement en équipe projet, donc qui vont finalement réaliser les tâches. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a une session de 1 heure et demie de formation vraiment à la gestion de projet, chef de projet. Et s'il n'y a pas vraiment un niveau plus poussé que la personne, je sais qu'elle va devoir juste gérer des propres tâches. Je propose du coup aux collaborateurs d'aller du coup dans le module, on va dire formation de l'outil, qui offre les 2 premiers modules où c'est sur l'aspect finalement mon travail collaboratif, la présentation de l'outil et comment je gère la collaboration et l'attribution, enfin et l'avancement de ma tâche. Et de votre côté, Mickaël, au niveau des formations, est-ce qu'il y a une Alors, partie, gérée en interne et alors du coup, nous, on a fait également le choix de tout faire en interne. Pourquoi? Parce que déjà, comme j'étais dédié à 100%, j'avais entre guillemets cette responsabilité-là, parce que j'avais le temps. Également parce qu'en plus de la formation à l'utilisation de l'outil, j'en ai profité pour faire un refresh sur les fondamentaux de la gestion de projet, puisque de par les profils que l'on avait, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise ou qui n'avaient pas j'allais dire, les connaissances en gestion de projet pure, les appétences en gestion de projet. Donc, ça m'a permis également de remettre tout le monde au même niveau d'information. Et c'est pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait donc la formation d'un nouvel arrivant chez nous. Alors la formation prend du temps puisqu'on a rajouté le module time tracking, on a rajouté le capacity planning. Faut compter chez nous avec un petit peu de pratique 9 heures. 9 heures en plusieurs parties, bien entendu, parce que sinon ça serait beaucoup trop long à digérer. Mais globalement, il faut compter 9 heures de présentation à la gestion de projet, à l'outil et à toutes les fonctionnalités qu'on a déployées chez nous. Et tout est en interne, avec nos propres modules, avec nos propres supports de formation également qu'on a créé à l'époque. Alors merci pour, cette réponse, précise sur ces questions-là. Ensuite, il y avait une question, par rapport, à des typologies de projets. Est-ce que vous avez intégré la gestion des produits, des développements dans l'outil? De notre côté, non, pas spécialement. Ça fait plus partie de certaines tâches en fait qui appartiennent à un projet. Mais on n'a pas fait de projet en tant que tel là-dessus, si c'est la question. Alors nous, globalement, si le projet comporte du développement, ça fait partie du projet en lui-même. C'est ce que disait Agathe à l'instant. Et par contre, sur la durée de vie d'un produit que l'on a au sein de notre structure, on est plus sur des activités de MCO, des activités d'exploitation, de maintien en condition opérationnelle, de mise à jour. Donc là, ça sera plutôt annualisé avec des charges et avec du temps à passer, mais pas tant du pilotage de mise à jour. Et après, c'est au cas par cas, mais globalement, on fonctionne comme ça, quoi. Soit projet, soit activité. Ouais, effectivement, je vois que cette question avait été en lien avec, justement, est-ce que vous aviez, également de la MCO dans la plateforme? Hem
Alors il reste plus beaucoup de questions. Alors il y a une question par rapport, aux dépendances entre les projets. Est-ce que justement, par rapport, à votre portefeuille, vous avez des projets qui ont des dépendances entre eux? Alors, je vais prendre la main, Agathe. Nous, on a quelques projets qui ont des dépendances, notamment des projets qui ne peuvent démarrer que si ce projet-là a atteint tel niveau. Et l'avantage, c'est que sur Gouti, on peut fonctionner avec des jalons liés. Et donc, ça permet sur le projet qui attend le démarrage vis-à-vis d'un autre projet d'avoir ces informations automatiquement mises à jour. Et en plus de ça, avec nos revues projets, on a facilement les informations, en plus de la mise à jour automatique du jalon, on a facilement les informations. Après, on n'en a pas tant que ça, puisque globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est un projet, un chef de projet, donc c'est lui-même qui gère ses interactions si jamais il l'a décomposé en 2 sous-projets. Et de votre côté, Agathe, est-ce que vous avez aussi des projets avec des dépendances entre eux? Alors oui, en fait, notamment la phase pilote a permis de rectifier certaines choses. Notamment, on était parti sur notamment un projet très transverse qui concernait tous les départements. On avait créé un peu un projet, on va dire, par an. Et après, des sous-projets. Pour le coup, comme c'est un projet qui concerne plusieurs départements, plusieurs pôles, c'était un peu un sous-projet par département, par pôle. On s'est rendu compte au niveau de la direction de projet, c'était difficile de remonter toutes les informations et surtout en termes d'organisation où je trace les problèmes du projet. Est-ce que je les trace dans le projet par an? Est-ce que je les trace dans les sous-projets? Et surtout, comme on est dans une dynamique de transversalité, on s'est dit que en rectification, on ferait plus de sous-projets. C'est un projet, la direction de projet, il n'y a plus de sous-projets. Et si besoin, de faire des liens entre les projets, en effet, comme le disait Michael, il y a les jalons externes, qui peut faire le lien, mais l'idée, nous, c'est vraiment un projet dans notre portefeuille égale un projet dans l'outil et un chef de projet. Alors je vois que, on n'a plus qu'une seule question à traiter. Alors, je propose Agathe, de prendre la main tout de suite sur, en premier lieu pour la question. Alors la question concerne le niveau des tâches qui sont suivies dans la plateforme. Est-ce que toutes les tâches de suivi opérationnel, quelle que soit leur, granularité, sont suivies dans l'outil? Pour tous les chefs de projet, pour tous les projets? Justement, ça c'est un gros défi. En fait, quelle granularité on met dans l'outil, sachant que ce qui était important et c'était bien avec Gouti, c'est qu'il y avait la notion de tâche et la notion d'action. Donc on s'est dit que pour un vue un peu plus macro, vraiment en termes de soucis de reporting et surtout vue transverse, pour même la direction de projet, on fonctionnait par tâche. Donc on n'allait pas au-dessus de 3 niveaux, parce que l'outil propose 4 niveaux possibles. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment rester sur un niveau un peu plus macro au niveau de la planification dans la liste des tâches et utiliser la fonctionnalité action pour tout ce qui est un peu plus opérationnel. Donc voilà, donc c'est vraiment, il faut voir ça comme ça. Pour ce qui est planification, remontée d'indicateurs, reporting, on était sur les tâches. Pour tout ce qui est opérationnel, un peu des micro-tâches, on utilisait la fonctionnalité action. Et de votre côté, Michael, quel niveau de granularité a été retenu, au niveau des projets? Moi, j'ai eu un système un petit peu différent, puisque de par mes anciennes expériences, je me suis rendu compte que ça pouvait frustrer des gens d'avoir un niveau trop détaillé ou à l'inverse pas assez détaillé. Donc moi, j'ai pas bloqué. La seule chose que je préconisais, c'était de pouvoir être en capacité de le piloter. Globalement, si quelqu'un détaille trop et derrière remonte comme quoi cette personne n'arrive pas à piloter le projet, c'est qu'elle a probablement trop détaillé. Donc vraiment, moi, il n'y avait pas de limitation. Sachant que avant chaque demande de lancement d'un projet, moi, j'avais quand même ce rôle de vérifier que c'était exploitable, du moins sur le papier, pour éviter d'avoir des projets trop détaillés ou à l'inverse des projets où il y a 4 tâches et en termes de reporting, c'était un peu limite. Par contre, j'ai pris le choix personnellement de ne pas limiter pour que chacun puisse avoir le niveau qu'il souhaite. Et de par la conduite du changement, je pense que ça a aussi un peu aidé, quoi, d'être un peu quartier libre sur ce qu'on souhaite piloter, entre guillemets.
Super, bon, on arrivait à la fin des questions. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Agathe, Mickaël, pour ces retours, et Merci puis à pour tous. la qualité aussi de votre partage d'expérience aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement pour y répondre. On se fera un plaisir, hein, de pouvoir détailler encore d'autres points que vous pourriez souhaiter nous poser. Et puis merci beaucoup aussi, Agathe et Mickaël, d'avoir dépassé un petit peu, mordu sur le temps prévu. Merci. Alors, il y aura un replay qui va être automatiquement envoyé, hein, de l'événement. Donc, vous allez le recevoir par mail. Et puis, je vous remercie à tous pour votre participation. Et j'espère vous voir un prochain événement. On va essayer de développer, hein, ce type de format où justement on développe des partages d'expériences liés à des domaines d'activité particuliers. Donc, n'hésitez pas à suivre ces prochains événements. Super. Merci beaucoup. Merci encore à tous les deux. Merci à tout le monde. À bientôt et puis bon appétit là si on y arrive là. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonne Au journée. Au revoir à tous.